Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là. Dans cette, vous m'entendez bien? Oui. Dans cette conférence sur l'éco-anxiété. Donc c'est organisé par l'AREP. C'est l'association écolo de la fac. Je ferai ma petite pub, mais à la fin. Voilà, au programme, on va visionner un court-métrage. On va en discuter avec le réalisateur ici présent. Et puis on va parler de l'éco-anxiété, de ses enjeux, de ses solutions, tout ça. Puis on vous laissera la parole, vous pourrez poser des questions à tout moment. Voilà, et ensuite on pourra se retrouver pour un petit pot à la fin et parler tous ensemble plus de manière interpersonnelle. Donc voilà, est-ce que... Et donc, on a la chance d'avoir parmi nous 3 intervenants. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, Marion Robin. Je suis psychiatre d'adolescents. Je travaille à Paris, à l'Institut Mutualiste Montsouris. Et je fais de la recherche sur la régulation des émotions, la perception des émotions. Et je suis très contente d'être parmi vous pour parler de ces questions autour de l'éco-anxiété. Bonjour à tous, donc moi je suis Pierre-Éric Sutter, je suis psychologue du travail et psychologue clinicien, c'est-à-dire que j'interviens à la fois dans les entreprises et aussi auprès des particuliers, et je me suis spécialisé en tant que psychothérapeute sur le traitement de l'éco-anxiété, et moi aussi je travaille avec les chercheurs. Et vous allez voir, je vais vous présenter un outil de diagnostic qui est tout récent, tout frais sorti de l'œuf, qui permettra de rendre compte de la façon dont on peut non seulement définir l'éco-anxiété, mais surtout la diagnostiquer pour la différencier d'autres troubles psychologiques. Et puis, je vais aussi présenter conjointement à Charles un travail que j'ai fait, un travail artistique que j'ai fait, pour sublimer justement l'éco-anxiété et toutes les problématiques environnementales au travers d'une œuvre qui s'appelle le Requiem pour les temps futurs. Tout un programme. Merci, et donc je suis Charles Ménard, je suis étudiant en Master 2 en cinéma ici à Paris 3, et j'ai réalisé le court-métrage, le très court-métrage que vous allez voir, parce qu'il dure 2 minutes 20, qui avait été fait dans le cadre du Nikon Festival et qui a reçu le soutien du FSDE de Paris 3. Et en parallèle, je suis aussi coordinateur du groupe des nouveaux récits au sein des Shifters, qui est l'association des bénévoles rattachés au Shift Project, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Et donc on se pose beaucoup de questions autour justement du rapport entre récit, art et la question environnementale et écologique. Voilà. Du coup, peut-être avant de visionner ton court-métrage, on peut donner une petite définition de l'éco-anxiété. Pierre-Éric, peut-être je vous laisse. Ouais, tout à fait. Bon, on a chacun des micros, peut-être. Enfin, je sais pas. Ouais, super, ça marche. Alors, une première définition qui serait, on va dire, un peu empirique, ça serait de dire l'éco-anxiété, c'est quoi? C'est pas une maladie, mais qui peut rendre gravement malade. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, l'éco-anxiété, c'est pas du tout référencé dans les tableaux nosographiques. Les tableaux nosographiques, c'est les tableaux cliniques que nous, personnel de soins, utilisons pour lister les symptômes de maladies pathologiques qu'on identifie auprès de nos patients. D'accord, je prends la dépression, par exemple, il y a 10 critères. Ben, si quelqu'un se déclare dépressif, on va faire un diagnostic différentiel pour savoir si c'est bien ça, en regardant dans le tableau nosographique. Alors on les a souvent dans la tête, mais il y en a certains qu'on connaît moins bien, donc il faut les regarder dans les tableaux. Ces tableaux cliniques qui permettent de savoir si oui ou non c'est de la dépression ou autre chose. Et le problème aujourd'hui de l'éco-anxiété, c'est que ce n'est pas encore référencé dans ces tableaux cliniques. Il y a de la recherche qui avance très vite, et c'est très bien, pour cerner ce problème. Et les chercheurs, aujourd'hui, sont arrivés à une première définition. Mais avant que je vous la donne, je voudrais d'abord savoir si dans la salle, vous estimez éco-anxieux ou pas. Si vous êtes venu parce qu'il y a de la lumière et que vous vouliez savoir ce que c'était que ce drôle de mot, ou est-ce que vous êtes déjà sensibilisé à ce sujet? Donc la question est très simple. Êtes-vous éco-anxieux? Si oui, levez la main. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est une majorité entre vous. D'accord. Alors, ça serait intéressant de creuser, on n'a pas le temps, de savoir ce que c'est pour vous l'éco-anxiété, parce que
comme le disent les philosophes, le mot chien n'a jamais mordu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que je dis que je suis éco-anxieux que je le suis forcément. Mal nommer les choses ajoute du malheur au monde, et donc il faut bien nommer les choses, comme le disait Camus. Et l'idée, toujours avant, en amont d'un suivi ou d'un traitement, c'est de savoir de quoi on parle. C'est pour ça qu'on se réfère à des tableaux nosographiques. Et c'est pour ça que des chercheurs essayent de cerner cette notion-là en la définissant. Donc voilà la définition de chercheurs, donc l'équipe de Hogg et Ali. L'éco-anxiété, pour eux, c'est une détresse mentale et émotionnelle qu'un individu peut ressentir en réponse à la menace du changement climatique et aux problèmes environnementaux mondiaux. Alors c'est bien gentil, détresse mentale et émotionnelle, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et on a pris le soin de faire passer le questionnaire, ils ont créé un questionnaire qui permet de faire ce diagnostic de l'éco-anxiété en 13 questions. Il y en a 20 d'entre vous, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais je les remercie pour ceux qui l'ont fait, qui ont passé ce questionnaire, et donc je vous propose une restitution rapide qui va nous permettre de comprendre en quoi l'éco-anxiété est multifactorielle et qu'elle est constituée pour ces chercheurs par 4 facteurs. D'abord, un résultat global qui se lit de cette manière-là. Donc vous avez 20 personnes qui ont répondu et un carré c'est une personne. Et les notes vont de 0 à gauche, ici, à 100. Donc 0 c'est pas du tout éco-anxieux, c'est-à-dire que vous n'avez absolument aucune éco-anxiété. Et 100 vous êtes totalement éco-anxieux, ce qui est théorique, puisqu'on n'est jamais ni tout l'un ni tout l'autre. Et comme vous le voyez d'ailleurs sur ce schéma, même à 20 on commence à dessiner une courbe de Gauss. Donc c'est-à-dire que c'est représentatif d'une population nationale. On ne va pas rentrer dans un débat statistique, mais voilà, vous pouvez voir déjà, pour ceux qui connaissent un peu les stats, qu'on n'est pas loin d'une courbe de Gauss. Il faudrait 100 personnes pour pouvoir voir si c'est représentatif ou pas. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Vous avez donc à gauche de la médiane qui est 50, médiane théorique, 7 personnes plutôt éco-anxieuses, peu éco-anxieuses, d'accord? Au milieu, donc les plus nombreuses sont des personnes moyennement éco-anxieuses. Et à gauche de la médiane, à droite, pardon, vous avez 5 personnes plutôt plus éco-anxieuses que tout le monde. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ces personnes sont malades, hein. On va le voir. L'éco-anxiété, c'est un état psychologique particulier qui se distingue du trouble anxieux généralisé pour les spécialistes, hein. Donc, ce n'est pas une forme d'anxiété. Ça ressemble à de l'anxiété, ça a même des symptômes d'anxiété, mais ça n'est pas de l'éco-anxiété. Alors, si vous êtes dans un des carrés, vous pouvez vous dire, mais comment elle se manifeste, mon éco-anxiété, comment elle est qualifiable? Il y a 4 familles en fait de facteurs dans l'éco-anxiété. Il y a des manifestations anxieuses, c'est-à-dire des peurs, on va le voir, ou des inquiétudes. Dans la deuxième famille, des symptômes cognitifs, des ruminations, donc des pensées que l'on passe son temps à ruminer. Par rapport à l'environnement et à l'avenir, on va le voir. Des symptômes comportementaux, comme des problèmes de sommeil ou de relations dans les familles ou au travail, et des difficultés par rapport à ça. Et enfin, l'auto-évaluation qu'on a de son impact personnel pour la planète. La consigne, c'était, durant les 2 dernières semaines, combien de fois vous êtes-vous senti perturbé par les problèmes suivants, lorsque vous pensiez au réchauffement climatique, dégradation écologique, etc., etc., pour donner un inducteur et répondre par rapport aux questions. Donc, qu'on soit bien au courant de ce à quoi on répond. La première famille, voilà ce que ça donne. Vous avez 9 personnes qui sont plutôt à cran, nerveux, anxieux par rapport à ces symptômes affectifs. Il y en a 8 qui ne parviennent pas à réussir à arrêter ou contrôler leurs sentiments d'inquiétude. Mais vous voyez, ce n'est pas très élevé. Il y en a vraiment que 3 à chaque fois qui sont au maximum, hein, puisqu'il y a 4 modalités de réponse, jamais, quelquefois, plus de la moitié du temps et quasiment tous les jours. Donc c'est les gens qui sont en vert et orange qui sont du côté négatif de l'éco-anxiété. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas dans les autres échelles, hein, puisqu'on est dans une approche multifactorielle. Il y a des facteurs pour lesquels on va se sentir très concerné par l'éco-anxiété et d'autres moins bien. Donc c'est pour ça que l'éco-anxiété, c'est difficile d'y répondre par oui ou non, parce que, effectivement, comme on le voit, il y a 4 familles de symptômes. Alors, il y en a qui pourraient trop s'inquiéter ou sentir de la peur, mais là, vous voyez, on est dans les symptômes affectifs de l'éco-anxiété, c'est-à-dire de la peur, un sentiment d'anxiété, d'être à cran, de ne pas réussir à arrêter ou contrôler le sentiment d'inquiétude vis-à-vis de l'environnement. Deuxième famille, les ruminations, ou symptômes cognitifs. Donc, c'est des pensées qu'on n'arrête pas, on n'arrive pas à arrêter de penser à un certain nombre de problèmes. Donc, 3 problèmes. Les futurs changements climatiques ou autres problèmes environnementaux globaux, les événements passés,
ce que certains appellent la solastagie, c'est-à-dire le constat de la destruction des environnements naturels, par exemple, ou les pertes dans l'environnement. Donc là, vous voyez, on a toujours 8 personnes qui sont plus concernées que les autres. Sur les symptômes comportementaux, par contre, sur cette population-là, peu de personnes ont été affectées. Il y a quand même 15 personnes qui disent qu'ils n'ont jamais eu de problème pour dormir, que ça ne les empêche pas de dormir. Il y en a quand même quelques-uns, quelquefois 5. Sinon, ce qui est plus fréquent et ce que je constate chez mes patients, c'est la difficulté à profiter de moments passés en famille ou avec des amis. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai des patients qui me disent, voilà, je suis vegan et j'essaye de diffuser mes valeurs, ma croyance que c'est important pour la planète qu'on devienne tous véganes, et puis qui imposent leur véganisme, par exemple, aux fêtes de Noël ou en France, je ne sais pas si vous le savez, on mange souvent du foie gras, donc pour le vegan, c'est moyen, en fait. Et donc ça peut créer un conflit, en fait, de valeurs avec ceux qui sont des gros viandards et qui adorent le foie gras, et qui sont dans cette tradition-là, avec le vegan qui veut pousser son message auprès de sa famille. Et donc ça crée parfois des conflits. Et donc, ça crée des difficultés, vous voyez, de coopération avec les proches. Et ça peut le faire aussi au niveau du travail ou au niveau des études. Et enfin, dernière famille, l'impact personnel pour la planète, celui-là, c'est celui qui a été le plus activé. C'est-à-dire que vous vous sentez anxieux vis-à-vis de votre impact, de l'impact de vos propres actions sur la Terre, pour la Terre. Vous vous sentez anxieux, il y en a, donc là, il y en a 18, hein, c'est le facteur qui a été le plus activé négativement. Il y en a 13 qui se sentent anxieux quant à leur responsabilité personnelle d'aider à résoudre les problèmes environnementaux, et il y en a 15 qui sont anxieux, se sentent anxieux quant au fait que leurs actions personnelles ne suffiront pas pour aider à résoudre le problème, notamment des effondrements du monde. Voilà. Voilà pour comment dirais-je, une définition détaillée telle que les chercheurs sont en train de la mettre en ce moment en œuvre. Donc, si on revient à la définition du départ, hein, ce qui est intéressant à retenir, c'est vraiment ça, cette détresse mentale et émotionnelle qu'un individu peut ressentir en réponse à la menace du changement climatique et aux problèmes environnementaux mondiaux. Alors voilà, j'ai fini, je vais passer la parole, mais avant qu'on regarde le film, peut-être que vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter, ce que j'ai fait très vite. J'ai conscience qu'on a peu de temps, donc je vais vite. Donc si j'étais trop vite, n'hésitez pas à me poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Ouais, alors je répète la question. La différence entre l'éco-anxiété et la solastagie. Effectivement, certains auteurs, comme Alice Desbioles, qui a écrit un super bouquin sur l'éco-anxiété, dit que c'est la même chose. Or, pour certains autres auteurs, la solastagie, c'est une peur, ou c'est des préoccupations rétrospectives, c'est-à-dire du présent vers le passé, en regardant ce qui s'est passé depuis le passé, en fait, jusqu'à aujourd'hui, comme par exemple la destruction d'habitats, la fonte de la banquise, l'extinction de la biodiversité, ça c'est déjà passé et on peut le constater de visu. Alors que l'éco-anxiété, c'est notamment au travers de la dimension de rumination, c'est se projeter dans l'avenir, donc c'est plus des peurs ou des inquiétudes prospectives vers l'avenir. Voilà, mais en gros c'est la même chose, si ce n'est qu'il y a une différence entre du présent vers le passé et du présent vers le futur. Encore 32 départements en vigilance orange, l'alerte canicule s'apprête à être déclenchée sur la moitié du territoire. Les températures sont montées jusqu'à 45,8 degrés en milieu d'après-midi et aucun rafraîchissement n'est prévu avant la semaine prochaine. C'était la météo, dans un instant, le journal de 17h. Le centre commercial des Corons est le lieu idéal pour choper l'esprit léger et à l'abri de la chaleur.
Bon, bah, bravo déjà pour ce film, Charles, merci. Est-ce que tu peux nous éclairer sur tes inspirations? En fait, je vous ai pas dit en présentant, mais avant, j'avais fait un parcours qui n'a rien à voir avec le cinéma. J'avais fait une école de commerce, j'avais fait des études de droit avant. Et il y a eu tout un moment de ma vie où j'étais un peu face à un choix ou un besoin de prendre des décisions par rapport à ce qu'allait être ma vie. Et où je me rendais compte que un peu, à la fois ce que je faisais et ce en quoi je croyais n'était pas du tout connecté ou aligné. Et donc à ce moment-là, j'avais ressenti une espèce d'assez grande de détresse entre à la fois ce que je constatais de l'effondrement du vivant, des émissions des gaz à effet de serre, et ce vers quoi je me dirigeais. Et donc, je pense qu'il y a enfin, à l'origine de ce film, il y a beaucoup de ça. Après, bah, forcément, ce qui se passe dans le film est très loin de ça. C'est une femme, c'est son rapport aussi à son désir d'enfant, qui est éventuellement contrarié ou perturbé par... Voilà. Qui est éventuellement contrarié. Et donc, il y avait cette image assez marquante ou voire choquante de la personne qui voit assez littéralement les générations futures mourir sans rien pouvoir faire en étant complètement paralysée. Et puis il y a toute la deuxième partie, le décor autour de ce chantier qui est aussi assez littéralement le fait de devoir d'être dans un moment où on construit les choses et où on choisit quel va être nos modes de vie, quelles vont être un peu les valeurs qui vont nous guider. Est-ce qu'on va être guidé par le confort, l'argent, une certaine matérialité ou voilà. Et donc cette personne qui se réveille au milieu de ce chantier et donc de cette sorte de page blanche. Et qui est voilà. Et ensuite il y avait cette image finale qui, ça pour le coup, je saurais pas dire exactement d'où elle vient, mais l'idée de voir cette femme enceinte au milieu d'un chantier, d'un chaos, je trouvais ça assez intéressant. Mais du coup, pourquoi est-ce que ça me vient plastique parce que aussi pour cette raison, enfin de plastique, toutes ces bâches blanches. C'est complètement vide en fait. Elle est un peu justement, littéralement, elle construit sa maison. Donc elle construit son avenir et son futur. Et donc ces questions viennent clasher. On imagine, on voit, dans la première partie, dans le rêve, c'est assez bling bling. Enfin, c'est voilà, un endroit quand même assez bourgeois, piscine individuelle. On imagine un peu tout le confort occidental tel qu'on peut l'imaginer. Et en même temps, elle est Et en fait, elle est confrontée avec avec cet événement qui se passe dans son rêve. Ça la ramène un peu à la réalité de ses choix. Donc, après, il y a un côté un peu aussi fétichiste du plastique. Je trouve ça très très beau à filmer, ces bâches de plastique. Ça fait un reflet. La leçon n'est pas optimale, mais il y a une espèce de crépitement, enfin pas de crépitement, mais de matérialité dans cette matière qui est omniprésente dans nos vies et qui nous cause beaucoup de problèmes aussi. Voilà. Et t'as filmé avec quoi au début, les premières scènes? Alors c'est pas moi qui filmais, d'abord c'est les images d'Arsène Desmichel, qui est un excellent jeune chef opérateur, et on a fait ça à l'appareil photo. La première séquence, tu veux dire, un peu dans le rêve, ouais. C'est à l'appareil photo. Je vais dire une bêtise si j'ai dit la marque, donc voilà. Okay, mais j'ai les références. Okay. Vous m'entendez ou pas là? Ouais, ok, super. Du coup, merci. On va rentrer dans le vif du sujet sur l'éco-anxiété. Donc, en fait, la première question, c'est à quoi ça sert de vraiment être lucide sur l'état du monde, de s'informer comme ça, si au final c'est pour être déprimé, pour être anxieux, et que notre impact, finalement, quoi qu'on fasse, il va être minime. Je crois que vous êtes déjà largement rentré dans le vif du sujet avec la présentation de Pierre-Éric Sutter et puis aussi ce film. Bravo pour ce travail. Je trouve que Dissonance parle très bien
ce que nous on appelle les psys, ce qu'on appelle la dissociation. Dans le traumatisme, il y a un phénomène qui consiste à faire qu'on n'est plus exactement présent dans l'ici et le maintenant, on n'est plus soi-même, on n'est plus... les états dissociatifs, voilà, sont décrits comme étant des états où on sort de soi-même, on se déréalise, comme on dit, on se dépersonnalise. Et ces états peuvent arriver donc en réaction à un événement traumatique ponctuel ou à une série de cumuls. Et ici, avec l'éco-anxiété, comme le disait mon collègue, on est vraiment dans quelque chose de l'anticipation. Donc, c'est pas comme s'il y avait un avant et un après, comme quand on a vécu un événement ponctuel par le passé qui a amené à des symptômes traumatiques. Et je trouve que ce film décrit très bien ce qu'est la dissociation. C'est-à-dire, il y a plusieurs états en même temps, il y a plusieurs notions, représentations en même temps, il y a plusieurs émotions en même temps qui n'ont rien à voir et qui font qu'on ne peut pas les intégrer. Et c'est ça qui fait trauma à un moment, c'est qu'on arrive, le psychisme, il y a quelque chose qui fait effraction dans le psychisme et il n'arrive pas à intégrer soit l'événement qui a eu lieu, soit l'événement qu'on anticipe, soit il n'arrive pas à avoir une représentation reliée. Et donc tout le traitement qu'on met en place quand on a des personnes, des patients qui vivent des traumatismes, c'est d'arriver à remettre, là où il y a une photo justement, d'arriver à remettre un film, un déroulement dans le temps, à la place d'une photo qui va comme ça faire cette effraction-là, on va essayer de remettre en place un avant, un pendant, un après par le récit. Et ce récit, il n'a de sens que s'il est partagé avec quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on commence à parler de soi, de ce qu'on a vécu et qu'on le partage avec quelqu'un, il y a des émotions qui circulent avec cette personne-là. Et à ce moment-là, on commence à s'inscrire dans l'ici et le maintenant déjà de cette relation-là. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un psy, enfin, mais c'est un humain de toute façon. Et par ce phénomène-là, une temporalité reprend et on sort comme ça progressivement du traumatisme. Et voilà pourquoi je le trouve assez fort ce film, parce que je trouve qu'il est vraiment à l'image de ce phénomène-là très brillamment. Et alors ce que je pourrais dire sur la lucidité, c'est que la lucidité, d'abord c'est pas forcément un choix, la lucidité. Parce que la question pourrait supposer que du coup, est-ce qu'on peut décider ou pas d'être lucide? Oui, mais il y a une part de volonté, mais il y a aussi toute une part qui n'est pas tant que ça dépendante de la volonté. Je m'explique. Par exemple, l'adolescence est ce moment privilégié dans la vie où on arrive dans le monde adulte et où on a un regard extérieur et du coup on a une lucidité magnifique sur le monde dans lequel on arrive, qu'on perd progressivement avec l'âge, qu'on n'a plus à 80 ans sur le recul qu'on a pu avoir. Il y a des moments de la vie où on est plus lucide que d'autres, et c'est toute la richesse de la jeunesse dans la société, c'est d'amener ce regard-là et à bousculer les représentations des adultes, et ça, c'est vraiment une mission importante de la jeunesse dans une société. Et la lucidité, donc les adolescents, par exemple, ont à gérer ce qu'elle apporte, parce qu'elle apporte effectivement ce regard-là. Il va être plus ou moins accueilli par les adultes qui n'ont pas toujours envie d'être mis en question, et on le voit énormément en ce moment et depuis quelques années, mais ça a été le cas à plein d'autres époques, mais peut-être pas de cette intensité-là, quoique. Mais en tout cas, la lucidité, elle bouscule, mais et elle amène une force, elle amène une force d'observation, une perception extrêmement fine et aiguë. Et puis elle amène aussi parfois une souffrance. On dit que la lucidité, c'est la blessure la plus proche du soleil. C'est une souffrance et ça peut être une blessure, cette capacité à voir avec lucidité. Et effectivement, la lucidité, parfois, amène des patients à de la dépression. En fait, ce n'est pas uniquement la lucidité qui amène à la dépression, mais c'est ce à quoi elle est associée. Donc, il y a aussi, par exemple, en neurosciences, il y a des expériences intéressantes qui ont montré à quel point ce qu'on perçoit n'est pas tellement lié, là non plus, à notre motivation, notre volonté, mais parfois à des choses qu'on n'imagine pas forcément, c'est à l'état de notre corps, à l'état physique de notre corps. Par exemple, il y a plusieurs expériences comme ça qui sont intéressantes. Si vous racontez un discours qui essaye de convaincre quelqu'un et que vous faites participer des gens et ensuite vous leur demandez s'ils ont été convaincus, si vous demandez à la moitié de l'assistance de faire un signe de hochement vertical avec la tête, et à l'autre moitié à qui vous racontez l'histoire de faire un signe de désapprobation au moment où ils écoutent votre discours, et qu'après vous mesurez l'impact que vous avez eu sur ce discours,
et ben ceux qui ont hoché la tête comme ça vont être plus convaincus par ce que vous leur avez raconté, ce qui est quand même curieux. De la même façon, si vous montrez des petits jeux vidéo, des petits dessins animés un peu rigolos, enfin un peu drôles, bon, à des participants, et qu'à la moitié de ces participants, vous leur demandez de tenir un stylo entre les dents, ce qui va contracter leur zygomatique pour tenir le stylo, vous allez leur demander ensuite s'ils ont trouvé ce dessin animé drôle, et les participants qui avaient le stylo dans la bouche les ont trouvés plus drôles en moyenne que les autres participants. Donc ça interroge un petit peu. Un autre exemple, quand vous demandez à des personnes vous leur demandez de traiter des mots en rapport avec le pouvoir. Cognitivement, ils doivent identifier le plus rapidement possible ces mots et puis les mettre dans des cases, les classer. Et à la moitié des participants, vous leur demandez de serrer le poing au moment où ils font l'exercice. Et bien ceux-là vont identifier les mots plus rapidement en rapport avec le pouvoir que ceux qui n'ont pas serré le poing. Donc comme quoi la lucidité, c'est-à-dire la perception de ce qu'on est en train d'observer, elle va aussi dépendre de qui on est corporellement et comment on est corporellement. Et d'ailleurs, on sait depuis maintenant un certain nombre d'années qu'on est dans l'action plus rapidement que dans la pensée. Vous avez déjà tous remarqué qu'on se lève des fois, on est déjà un peu sorti de la pièce, on ne sait même pas pourquoi, et puis après on se rappelle de ce qu'on voulait aller chercher ou quoi. Donc le corps n'attend pas toujours qu'on ait eu l'idée pour avancer. Et ça c'est intéressant je trouve parce que ça amène à réfléchir au rapport entre l'action, l'état du corps, la perception et l'action. Donc ça fait que ça fait aussi, je pense, ça participe aussi à la conscience qu'on peut avoir, qui est que quand on a 80 ans, percevoir quelque chose de nouveau et agir en rapport avec ça, c'est pas la même condition que quand on a 20 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rien faire quand on a 80 ans, etc. Mais il y a des différences générationnelles sur ces questions-là. Et en même temps, c'est important d'être tous conscients, quoi. Donc comment on partage ça et comment on avance avec ça. Et donc voilà, déjà sur cette question de la perception, on a besoin de voir pour agir. Oui. Ah oui, du coup, moi j'avais une question par rapport à ça, le conflit des générations, parce que c'est vrai que je parle beaucoup, par exemple, avec mes grands-parents. Et moi, je suis très sensibilisée à la cause de l'environnement. Comme vous disiez, je suis végétarienne, tout ça, donc tous les débats au repas, ouh là là. Mais ce que je me demandais, c'est, j'ai l'impression vraiment que eux, ils n'arrivent pas à prendre la mesure des choses. Je pense pas que ce soit des gens malveillants et qui se disent, de toute façon, je serai mort, donc je m'en fous. Mais peut-être plus qu'ils ont vraiment une difficulté à prendre l'ampleur de la chose. En fait, ils sont persuadés qu'il y aura une invention magique qui va régler tous les problèmes. Il faut juste avoir confiance en la science. Et même si nous, on n'agit pas personnellement, ou très peu, parce que bon, ils trient leurs déchets, c'est déjà ça, mais que ça va faire quelque chose juste par magie. Ils attendent que quelqu'un fasse quelque chose. Et du coup, moi, je me demandais, est-ce que c'est vraiment des générations qui font que nous, on est plus dans l'action et eux attendent quelque chose des autres? Mais pourquoi ça leur donne pas cet effet d'anxiété, en fait, aux personnes plus âgées? Il y a plusieurs choses. Déjà, donc, il y a le fait qu'ils n'ont pas le même corps et que, n'ayant pas la conscience qu'ils peuvent changer le monde, ayant conscience qu'à 80 ans, par exemple, on ne peut pas changer le monde physiquement, mais parce que physiquement, on est moins fort qu'à 20 ans, ça donne aussi une autre conception du monde qui va, par exemple, reposer plus sur le fait que la solution va venir de l'extérieur et pas de soi, puisque soi-même, on se sent aussi moins... Il y a le fait aussi qu'en ayant 80 ans d'une représentation de la société telle qu'elle est, aujourd'hui, intégrer ce changement-là, c'est extrêmement coûteux pour le cerveau. Donc, ça demande une énergie qui est beaucoup plus importante, mais ça n'empêche pas que certains, la part de volonté qui reste dans la lucidité, certains font ce choix-là de mettre cette énergie et de changer. Donc, il y a quand même une part pour la volonté qui est importante, quel que soit l'âge. Mais du coup, un facteur de changement important, c'est par contiguïté dans les familles, c'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure du partage de l'émotion pour sortir du traumatisme, le fait de pouvoir échanger émotionnellement sur ces questions-là est important, quelles que soient les générations. C'est-à-dire que dans les familles, c'est souvent effectivement les jeunes qui arrivent avec ces changements-là et avec ces questions, et donc ça amène des conflits, comme on disait, ça se frite, et c'est bien aussi. Et c'est important, en même temps, moi je suis assez impressionnée agréablement par les associations citoyennes qui ont conscience assez rapidement qu'il faut pouvoir avancer sans chercher forcément à convaincre tout le monde, mais par contre le partager et sans culpabiliser les autres, parce qu'on sent bien que ça ne marche pas en fait.
Et que du coup, d'avancer, de dire ce qu'on fait et de partager émotionnellement les choses, c'est probablement ce qui marche le mieux dans les familles et qui permet de dire, voilà, j'attends pas la permission parce que sinon on va pas y aller. J'avance, mais en même temps je partage. Et puis on s'aperçoit que ça fait son chemin dans les familles. Finalement, il y a un moment où les parents, les grands-parents le font pour leurs enfants, pour leurs nièces, pour leurs neveux. Et puis c'est comme ça que ça avance progressivement. Pour compléter ce qui vient d'être dit, moi ce que je peux constater chez mes patients, c'est que ceux qui sont face aux enjeux environnementaux sont extrêmement stressés. Le stress, c'est une mécanique qu'on a tous en nous, jeunes, vieux, humains, non humains, pour au moins ceux qui ont un cerveau reptilien, qui fait que face à un danger ou un enjeu perçu comme tel, on va avoir toute une mécanique endocrinienne qui va réagir pour justement nous faire adopter un comportement adapté. Par exemple, vous traversez la rue, vous ne faites pas trop attention, et ça explique ce que disait ma collègue. Tout d'un coup, vous allez avoir un mouvement de recul en arrière, vous êtes dans l'action, mais sans même savoir pourquoi. Tout d'un coup, vous avez une émotion de peur, et vous réalisez une seconde après que vous avez failli vous faire écraser par un bus. Donc l'action a précédé l'émotion qui a précédé la cognition. Pour pouvoir être stressé, il faut percevoir l'enjeu. Alors, il y a des jeunes comme vous qui ne perçoivent pas l'enjeu. Il n'y a pas suffisamment de gens dans la salle pour s'en rendre compte. Hein, mais vous le percevez, vos grands-parents ne le perçoivent pas. Donc pourquoi est-ce qu'ils seraient stressés? Ils peuvent le percevoir peut-être un petit peu. C'est aussi une question d'urgence et de taille de l'enjeu ou du danger. Parce que l'humain, très souvent, il y a des études, il y a un bouquin qui s'appelle « Le bug humain », qui situe ça dans le striatum, qui dit qu'on ne réagit que parce qu'on a des intérêts à le faire, et puis aussi parce qu'on est en mode plaisir ou en mode réaction par un danger qui est immédiat. Là, s'il y avait un ours dans la salle, on serait tous en train de hurler sans même réfléchir, pour sortir le plus vite possible. Le danger climatique, il est où? Vous le voyez où? Dans votre jardin? Vos grands-parents, très souvent, ce qu'ils disent, c'est « not in my backyard », pas dans mon jardin, comme disent les Anglais. Donc tant que c'est pas dans mon jardin, moi, ça n'existe pas. Et dans le stress, il y a une autre deuxième mécanique qui est le coping. C-O-P-I-N-G, c'est la capacité à faire face, c'est-à-dire à mobiliser des ressources pour faire face au danger. Il y a 3 types de grandes stratégies de coping. C'est le coping cognitif. Ah ben, on trouvera des solutions, il y aura des savants qui vont nous sortir de plus ou moins bien élaborés. Parce que moi j'ai été chercher dans les R&D, dans les services de recherche et développement des grandes entreprises, il n'y a pas de solution pour l'instant. Même les trucs à hydrogène, c'est pas encore vraiment la solution pour remplacer le pétrole. J'ai pas le temps de développer, mais Jean Covici le fait très bien. Deuxième type de coping, le coping affectif, c'est-à-dire le soutien social. Je vais chercher de l'aide émotionnelle sur, par exemple, toi aussi tu ressens les mêmes choses que moi, ouais, donc du coup on va militer ensemble. Et puis, la troisième type de stratégie, c'est les stratégies connatives, c'est-à-dire de comportement. C'est-à-dire, ah ben, on va militer ensemble, donc on le fait, on va faire des actions. Et on est tous ensemble. À Extinction Rebellion, les bras dans les bras, on s'allonge par terre et puis on montre que nos valeurs véganes, on va les défendre bec et ongle dans la rue. Donc vous voyez bien que, en fonction de la façon dont on va percevoir l'enjeu ou le danger, on va être plus ou moins, on va mettre en place des stratégies plus ou moins adaptées par rapport aux problématiques. Mais les gens qui ne voient pas l'enjeu, tant qu'ils ne l'ont pas conscientisé, c'est un vrai problème. Ce que j'ai découvert, c'est que être informé ne suffit pas pour être conscient. On est submergé d'informations. Mais tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une métanoïa, c'est une prise de conscience aiguë. C'est les Grecs qui ont inventé ce terme-là il y a 2500 ans. Métanoïa, ça veut dire élargissement du champ de conscience. C'est-à-dire, pour rentrer, comme le disait ma collègue, pour faire rentrer dans la vision du monde des valeurs environnementales ou des problématiques, des enjeux, dans notre vision du monde. Quand on a été formaté par la doxa consumériste pendant 50 ans, depuis les 30 Glorieuses, c'est sûr qu'on n'a pas envie de faire rentrer ça dans notre vision du monde. Et donc, il y a comment dirais-je, un voilement, parce que ça, c'est moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est cette espèce de mythologie capitaliste de la croissance infinie dans un monde fini. C'est quand même extraordinaire qu'on puisse croire en ça. Mais on a intérêt à y croire. C'est comme dans le conte d'Andersen, le roi est nu. Personne n'a intérêt à dire que le roi est nu alors qu'il croit qu'il a des vêtements qui le rendent invisible. Si vous vous souvenez de vos souvenirs d'enfance. On n'a pas intérêt à dire ça parce que sinon on risque de perdre des faveurs du roi. Donc là, c'est quoi? Là, l'idée, c'est que si on dit que le consumérisme est en train de détruire la planète, on va perdre ce qui est montré dans le film Dissonance.
le confort de nos sociétés consuméristes. Donc il faut du courage pour dénoncer ça, quand on est dans une société consumériste. De dire, ça ne passera plus par moi, je vais faire des éco-gestes, je vais faire des efforts, je vais militer, je vais faire en sorte que tout ça change, alors que je vois la banquise fondre, que je vois entre 80 et 130 espèces disparaître par jour, 6e extinction massive. Il y en a eu 5 avant. La vie revient toujours au bout d'un moment. Mais dans la dernière, la 5e extinction massive, c'est les dinosaures qui ont disparu. Dans la 6e, il y a de forts à parier, si on continue à faire les imbéciles, que ce soit nous les prochains dinosaures. On a une capacité quand même d'être clairvoyant. C'est-à-dire, grâce à la cognition et à la prise de conscience, de pouvoir se projeter dans l'avenir. Ce qui peut dérégler, justement, c'est le phénomène d'éco-anxiété, c'est que si on rumine trop, qu'on est trop dans la cognition et qu'on exagère, qu'on sous-estime notre capacité d'action et qu'on exagère la survenance des événements, puisque les scientifiques sont dans des scénarios probabilistes, ils affirment absolument rien, mais ils disent qu'il y a forte chance que le climat, si on continue à rien faire, va se réchauffer, etc. Tout ce que vous connaissez, le rapport du GIEC, etc., dont on entend parler de plus en plus. Et puis il y a les événements climatiques dont Charles fait mention. Là, on entend à la radio, si je me souviens bien, c'est le dôme de chaleur de cet été. Moi, j'ai eu la moitié de ma patientèle, ça a basculé à ce moment-là. Tout d'un coup, la moitié de ma patientèle sont devenus éco-anxieux, en plein mois de juillet, sous la canicule. Enfin, sous la canicule des Canadiens. Parce que l'été dernier n'a pas fait trop chaud, c'était l'année d'avant, il y a eu beaucoup de canicules, en 2020. Donc, vous voyez, ce qu'on entend comme information va être accrédité par les faits. Et tout d'un coup, le danger se rapproche. Et là, le stress augmente. Et c'est ce qui fait que certains ne le voient pas. Ils disent, bah, super, c'est cool, effectivement, le réchauffement climatique, il fait chaud en plein mois de mars, il fait 33 degrés au mois de mars. Mais sauf qu'il va faire 50 degrés cet été. Et dans Paris, c'est moins drôle qu'au bord de la mer. Et ce qu'il faut, ça va être beaucoup. Là, il y a eu, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, il y a eu 2 régions l'été dernier qui sont devenues inhabitables à cause de la chaleur. C'était dans une région du Pakistan et dans un coin d'un des États des Royaumes Arabes Unis, où il a fait trop chaud pour que ça soit vivable pour l'être humain. Trop chaud et trop humide. Il y avait un facteur d'humidité aussi qui était combiné. Donc voilà, on commence à en voir vraiment les manifestations, ce que nous disent les scientifiques depuis les années 70, pour les plus clairvoyants, qui ont cette capacité à se projeter en avant, à prédire un certain nombre de phénomènes sont en train d'arriver. Et donc, il faut prendre au sérieux les scientifiques. Mais pas partir en live. Mais ça, on va peut-être y revenir plus tard. Il y aura peut-être d'autres questions. Mais c'est important de comprendre que ces informations-là sont importantes, mais que si on en abuse, on peut basculer du côté obscur de l'éco-anxiété. Pour rebondir là-dessus et sur dissonance, je pense que c'est important d'être conscient que c'est la société qui est en état de dissociation. C'est même pas chaque individu. C'est-à-dire que justement, vous parliez du bug humain, ce livre de Sébastien Boller, il a écrit un autre livre qui s'appelle « Où est le sens ?» que je vous conseille, parce qu'il parle il parle de la question du sens, et en partant, lui, de sa fenêtre de neuroscientifique, en parlant du cortex singulaire, qui est un endroit particulier dans le cerveau qui gère le sens. C'est un endroit qui intègre nos expériences du passé et notre anticipation de l'avenir à partir de ce qu'on a connu, de nos états du corps et nos représentations, les situations dans lesquelles on a été. Et on passe notre temps à prédire ce qui va se passer à partir de ça. Et quand il se prédit ce qu'on avait prévu et ce qui est cohérent avec notre carte du monde, le cortex singulaire est plutôt calme. Et par contre, si les choses sont imprévisibles ou en désaccord avec nos valeurs, il va s'exciter, quoi. Et alors, ça participe au stress. Et donc, c'est intéressant, je trouve, parce que il y a effectivement une dissonance et une dissociation totale entre les valeurs que porte la société et sa capacité à exister sous la forme de durée, exister à partir de maintenant. Donc la dissonance, elle est là, la dissociation est là en permanence, et à l'inverse de ça, d'être à la fois conscient et dans l'action, c'est rejoindre ce que disait Gandhi, c'est-à-dire quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie, le bonheur vous appartient. Il y a un endroit où c'est la cohérence qui fait la stabilité et la réalisation de soi et du groupe. Et ça, c'est vraiment une chose importante d'avoir conscience que c'est à cet endroit-là que
que le bonheur, on le cherche, dans le sens, pas du bonheur, effectivement, du consumérisme, de l'exploitation. Et à cet endroit-là, il y a quelque chose qui est plus fort, probablement à votre âge et à des âges moyens, qui permettent d'être dans on va dire, cette zone tempérée entre un niveau de stress totalement nul qui fait qu'on ne se mobilise pas, et puis un niveau de stress très élevé qui fait qu'on est paralysé. Entre les deux, il y a un endroit où on est en cohérence, où on a conscience et où on se mobilise. Donc ça demande d'avoir des garants, et ça va peut-être faire une transition avec le thème suivant, c'est que ça demande d'avoir des garants pour ne pas monter trop les alertes quand on est mobilisé dans l'action, mais qu'on voit que les effets ne sont pas tout de suite visibles et qu'on voudrait qu'ils avancent plus vite, et que du coup ça nous stresse tous forcément quand on met en place quelque chose. Et à ce moment-là, c'est important d'avoir des soupapes et des garants, de pouvoir à un moment, la musique en fait partie, je fais une transition subtile avec la suite, mais c'est très important d'avoir des espaces d'échappement comme ça, et c'est pas forcément des espaces où on dénie, où on zappe, la musique c'est l'exemple d'un espace où on est soi, on reste incarné, au contraire, et pour autant ça permet aussi de réguler notre stress parce qu'on le porte tous et qu'il faut avancer avec ça. Je peux aussi rajouter un truc, c'est que, et qui va faire la transition avec la prochaine partie, par rapport à ce que vous disiez, Pierre-Éric, sur le fait qu'on n'est pas capable ou qu'on a énormément de mal à voir le changement climatique et ses conséquences, et donc on a du mal à agir dessus. Il y a alors forcément, maintenant que je veux dire, j'oublie son nom, mais il y a un philosophe à l'Université de Genève qui a parlé justement de la question des sens et des sensations dans le fait qu'on ne ressent pas dans nos 5 sens, le changement climatique. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a sur cette question de la mémoire des sensations, moi je suis assez mauvais, c'est-à-dire que je me souvenais, mais il y a 2 jours, on était en t-shirt dans Paris, il faisait super beau et super chaud, et là aujourd'hui il fait plus, il fait froid, j'ai du mal à me souvenir de ce que ça faisait il y a 2 jours d'être en t-shirt et qu'il faisait voilà. Et le cinéma et la musique peuvent aussi permettre de ramener un peu cette sensation de chaleur, d'étouffement, là par exemple de canicule, arrivent à les tirer au milieu de la froideur des faits. Il a fait 40 et quelques degrés au Canada l'année dernière. Me dire ça aujourd'hui, alors qu'il ne fait pas spécialement chaud, ça m'évoque assez peu de choses. Mais de voir des Canadiens fondre au soleil, façon de parler, c'est beaucoup plus marquant, et ça attise, je pense, beaucoup plus d'action et de réaction. Du coup, ça ne sert à rien d'être dans le déni, comme vous dites. Donc, il faut essayer de trouver des solutions, d'être lucide. Donc là, on va essayer d'aborder quelques solutions, de parler du coup peut-être de l'utilité de l'art à ce moment-là, et d'autres, même toutes les solutions que vous pourriez nous donner. Et oui, de base, on voulait parler aussi des étapes du processus d'éco-anxiété, mais on n'a pas forcément le temps. Non, mais je vais aller assez vite. Je vais pas tout détailler. En fait, ce qui se passe dans le processus d'éco-anxiété, c'est qu'il y a un peu une descente aux enfers. Plus exactement, on va arriver dans une étape qui s'appelle la vallée de la mort. C'est évidemment symbolique et c'est pas scientifique ce que je vous dis. C'est en fait le fruit de ce que je peux constater au chevet de mes patients. Au départ, ils sont submergés d'informations anxiogènes. Et il y a un moment, il faut leur couper le fil de ces informations parce que c'est tellement anxiogène qu'ils n'en peuvent plus. Et ils n'ont plus les ressources, comme on vient de le dire, pour faire face à ce stress-là. Et donc, ils n'arrivent plus à gérer l'éco-stress, et donc il faut retrouver le bon niveau d'information et au regard des ressources qu'ils ont en eux pour faire face à l'éco-anxiété. En gros, je vous donne un exemple. Moi, j'avais un patient qui était terrorisé par la forme de la banquise. Il dit « je peux rien faire tout seul ». Bah oui, vous pouvez rien faire tout seul. Qui peut faire quelque chose ? Personne n'a les ressources pour faire face à ça. Donc déjà, on va arrêter de regarder des informations sur ces trucs-là. Ça ne veut pas dire qu'on fait comme si ça n'existait pas, mais on arrête de rajouter de la peur à la peur. Hein. Première chose. Deuxième chose, vous n'avez peut-être pas les ressources individuellement, mais on va essayer de réfléchir à d'autres sources.
Bon, la banquise va fondre, mais peut-être on peut trouver des moyens de sauver les Inuits, parce que c'était ça qui le terrorisait, c'est le fait que les Inuits, ils allaient plus avoir leur habitat. C'était donc la solastagie. Une solastagie anticipée, puisqu'elle est déjà présente, mais elle risquait de confier. Et ce que disait ma collègue ici présente sur la prise de conscience que le monde consumériste est constitué de valeurs qui sont en opposition avec ce que perçoivent les gens, enfin, les patients au travers de ces situations, c'est aussi hyper important de le conscientiser, de se dire je n'appartiens pas à cette société de consommation. Même si j'en bénéficie, je refuse de faire allégeance aux valeurs, à la doxa consumériste. Déjà, de se rendre compte de ça, de se dire ah ouais, il y a une alternative, en fait je peux penser différemment. Je peux avoir des valeurs différenciantes, je peux devenir vegan, je peux intégrer des valeurs véganes. Donc, et je peux comprendre que la façon dont le consumérisme nous fait arriver là est quelque chose de mortifère. Alors évidemment, il y a un moment où on est en bas de la prise de conscience, où on se dit mais on va tous crever, etc. Parce que ça réactive, j'ai pas le temps de développer, mais ça réactive l'angoisse de finitude individuelle, c'est-à-dire la peur de la mort, hein, parce que vous savez tous qu'on va mourir un jour. Mais on met ça au fond de sa poche, en fait. On ne veut pas y penser. Et en plus, c'est devenu un des plus gros tabous de notre société. Et puis, d'y penser tout le temps, c'est très gênant pour vivre, en fait, aussi. Donc, c'est aussi une protection, un médicament névrotique de l'esprit pour éviter d'être totalement tétanisé par ça. Mais néanmoins, et j'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai de mon requiem, la conscientisation de la mort, c'est le meilleur moyen de bien vivre sa vie. Très important, ça. Plus j'ai conscience que je vais mourir un jour, et plus j'incarne ma vie. Plus j'ai conscience que je détruis, en étant consumériste, l'environnement, et plus je suis au service de la vie. Et c'est comme ça qu'on sort de la vallée de la mort. On va refonder ces idéaux, c'est l'étape 5, là. On va choisir des valeurs véganes pour lesquelles on va vouloir s'investir. Et donc, ok, je ne peux pas faire face aux Inuits, mais au moins, moi, j'ai décidé de m'engager dans un militantisme, par exemple, vegan. Je commence par moi, hein, donc c'est ce qu'on appelle une éthique de conviction. C'est-à-dire que mes valeurs, je les montre. Comme disait Socrate, ma philosophie, je ne la dis pas, je la montre. C'est être philosophe au sens étymologique du terme, un amoureux de la sagesse, que d'incarner ces valeurs. Donc déjà, je commence par les incarner. Ensuite, je fais attention à confronter mes idéaux avec le réel. C'est-à-dire que je ne deviens pas un Khmer vert où je dis il faut tuer tous les gens qui ne sont pas véganes. Ça, c'est pas terrible. Le collapse va s'en charger, rassurez-vous. Je plaisante, mais il faut, entre guillemets, pour calibrer son action, contrebalancer son éthique de conviction, c'est-à-dire ces valeurs auxquelles on croit, avec une éthique de responsabilité. C'est-à-dire s'assurer que la façon dont on va mettre en œuvre nos valeurs sont réalistes pour soi, au regard de ses compétences et de ses appétences, mais aussi pour convaincre le plus grand nombre. Parce que si vous allez frontalement dans la société pour lui dire vous êtes des gros nuls d'être vegan, ben, vous le voyez avec vos grands-parents, ils vous resservent une petite part de foie gras pour Noël. Et ça vous fait mal au ventre. Voilà. Je vais pas développer plus loin, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'on peut identifier, pour sortir de la vallée de la mort et dépasser l'éco-anxiété, un éco-projet qui est en phase avec ses valeurs, ce en quoi on croit, avec ses compétences, ce en quoi on est capable de faire, et avec les informations dont on a à disposition. Et c'est surtout l'union faisant la force, en éventuellement s'associant avec d'autres personnes qui sont déjà passées par là. Il y a des gens qui ont des éco-projets extrêmement développés, qui ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils ont déjà développé des choses, qu'on peut arriver à faire des choses. Voilà. Et voilà, vous pouvez militer effectivement dans votre association écologique. Oui. Du coup, moi, j'avais une question sur le consumérisme, puisque vous en parlez beaucoup. Personnellement, moi, je suis pas forcément... Enfin, je suis engagée dans le sens où, évidemment, quand je fais mes courses, j'essaye d'acheter de saison, local, quitte à acheter moins, mais à acheter mieux, ou alors les vêtements d'occasion, etc. Mais c'est vrai que, du coup, quand j'explique ça à mes grands-parents, eux, ils ramènent ça à quelque chose d'historique.
toujours parce que je discute beaucoup avec mes grands-parents vu qu'on est très peu d'accord. Et du coup, ils me disent oui, mais dans ce cas-là, si un jour un gouvernement venait à nous imposer ça, d'acheter absolument local ou français, ou d'acheter qu'un seul produit parce que c'est le meilleur éthiquement, ça deviendrait quelque chose de communiste et du coup, c'est forcément négatif, ça deviendrait une dictature. Parce que je pense qu'aussi, on est dans une période où c'était le toujours plus, et c'est trop bien, c'est plein d'opportunités. Et du coup, alors moi je le fais personnellement, je les oblige pas du tout à le faire, voilà, j'essaie juste de les éclairer un petit peu. Mais est-ce que du coup la notion historique, elle n'a pas un enjeu aussi dans l'écologie et dans l'anxiété de l'écologie? Parce que souvent aussi, là par exemple, le rapport du GIEC est sorti au moment de la guerre en Ukraine, du coup, bam, totalement passé sous silence. Exactement. Et il y a une différence d'échelle, et ça, j'ai l'impression que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre la différence d'échelle parce que dans le problème d'écologie et de la planète, ça touche l'humanité. Ça touche pas un pays, ça touchera les riches, ça touchera les pauvres, ça touchera tout le monde. Alors oui, évidemment, si on est un peu plus riche ou dans une région favorisée, on restera dans notre région et on voudra pas accueillir les réfugiés dont toutes leurs maisons ont brûlé et tout. Mais du coup, dans quelle mesure ça peut avoir un impact sur la vision des gens dessus, quoi? L'histoire, elle nous enseigne d'un certain nombre d'erreurs de l'humanité, mais c'est un éternel recommencement, malheureusement. C'est-à-dire que si on n'en tire pas un enseignement, on recommence les mêmes erreurs. Donc les Khmers verts, c'est une référence aux Khmers rouges. Ils ont quand même tué la moitié de leur peuple, c'était au Vietnam dans les années 70, juste pour des idées communistes. Est-ce que c'est ça une bonne façon de faire? Ils pensaient que c'était la bonne, puisqu'ils l'ont fait. Sauf que c'était pas eux qui se sacrifiaient pour aller dans les camps de la mort. Bon. Donc on peut tirer des enseignements, éviter de reproduire les mêmes erreurs. Bon. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de Robert Misrahi: il n'y a pas d'éthique sans politique, ni de politique sans éthique. On ne peut pas avoir une politique qui n'a pas une éthique. Et aujourd'hui, on se rend compte que d'avoir une politique consumériste sans prendre en compte les valeurs environnementales, c'est nous mener directement à la mort. Qui a envie de ça? Alors évidemment, tout le monde n'a pas le même niveau de conscience. Hein, c'est ça le problème. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très inquiétant que à l'heure de l'élection présidentielle, on ne parle jamais de ces questions, ou quasiment jamais de ces questions dans les débats politiques. Mais nous avons un droit de vote, on a un bulletin de vote, donc votons pour celui qui nous paraît le plus à même. Et le shift, je ne sais plus qui parlait du shift project tout à l'heure, les shifters ont évalué, là c'est sorti récemment, les programmes écologiques de tous les présidentiables, et ont donné une note, enfin un ranking aux différents. Donc si vous êtes pro-écolo, votez pour celui qui vous paraît avoir le programme le plus. Et c'est pas Jadot le premier. C'est marrant. Votez selon le chiffre project qui a le meilleur programme écologique. Votez pour celui qui vous paraît le plus proche de vos valeurs et de ce qui est bon pour la planète. Mais de toute façon, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a jamais de vérité absolue. Il faut conjuguer les vérités. La vérité est une parce qu'elle est multiple. Oui, et ce que vous pointez est juste sur cette question de l'information, c'est que l'information est balayée par une autre qui est toujours plus urgente, soi-disant, mais il y a vraiment une action à mener en termes d'information, c'est-à-dire comment ne pas se laisser submerger par l'information qui va nous empêcher d'avoir les informations, comment les diffuser, quels sont les noms des personnes qui sont impliquées. Je pense au film de Marie-Monique Robin sur le tribunal pénal international de Monsanto, sur quels sont les noms de ces personnes-là, quels sont les noms des 1% qui détiennent les 97% de la planète, des richesses de la planète, quels sont les... Il y a quand même une valeur à laquelle personne ne peut échapper, c'est que, une condition de l'humain, c'est qu'on est séparés, on est des êtres séparés et reliés. Et que donc, même si certains humains ont décidé à l'extrême opposé, c'est plus compliqué que ça, mais après la vague, effectivement, communiste, tout commun, tout soi-disant horizontalisé, on passe dans l'autre extrême qui est l'exploitation individuelle et l'idéologie néolibérale. Après, dans cet extrême-là, certains ont effectivement exploité, mais la relation humaine, c'est donner et recevoir, c'est les deux ensemble. C'est pas juste recevoir du commun et prendre pour moi, c'est donner. Et ces valeurs-là, aujourd'hui, la valeur de ce que je donne dans la relation, donc c'est-à-dire tout ce qui participe à la coopération, au don, à la collaboration, aujourd'hui, n'est pas traité, n'est pas valorisé. Par exemple, moi, je travaille dans un hôpital et nos actions consistent à essayer de militer pour
que ce qui est la tarification à l'acte qui est mise en place dans les hôpitaux, comment est-ce qu'on peut valoriser l'acte qui est l'acte relationnel, qui demande du temps, d'être en présence, là où aujourd'hui tout va vers gérer la médecine à distance, ne plus voir, ne plus examiner les patients, Et comment est-ce qu'on peut défendre le fait d'être en présence, le fait d'être reliés ensemble. Et donc cette valeur-là, aucun humain n'échappe au fait qu'on a une condition d'être à la fois séparés, on n'est pas tous les mêmes, mais on est tous reliés ensemble. Et donc, quand certains décident d'exploiter à eux tout seuls les choses, il appartient aussi aux autres humains de décider qu'ils vont l'exclure du groupe parce qu'il ne correspond pas aux valeurs dominantes à ce moment-là, qui sont les valeurs qui correspondent à cette condition inhérente à l'humain. Et de ce côté-là, il y a vraiment des actions à mener, effectivement, et qui demandent d'aller discerner l'information, de ne pas se laisser avoir par un flux comme ça permanent qui arrive, et d'aller chercher derrière ça quelles sont les vraies infos, d'avoir des sites spécialisés, d'avoir des documentaires qui vous amènent à ça. Donc là-dessus, il ne faut pas lâcher. Est-ce qu'on peut mettre un premier extrait de musique ? Peut-être avant juste de mettre l'extrait, est-ce que vous pouvez juste nous parler peut-être de l'utilité de l'art Je vais en parler après. Juste après, d'accord. Désolée, je dois vous quitter, mais j'aurais beaucoup écouté. L'utilité de l'art. Alors, ma collègue tout à l'heure l'a dit, l'art, c'est une façon d'exprimer d'une certaine manière que les animaux n'ont pas en commun avec nous, puisque un animal chante, mais en fait, c'est pas de l'art qu'il fait. Il s'exprime par son langage. Mais nous, c'est une façon symbolique de faire passer un certain nombre de choses, des ressentis, des sentiments, des idées. Et l'art, notamment, surtout au XXe siècle, comme vous le savez, il a commencé à être à provoquer. Il était là pour provoquer. Alors, provoquer pas tout court, mais provoquer des prises de conscience. Et c'est exactement ce qui a été ma démarche par rapport à ça. Moi, j'avais 3 intentions, en fait, quand j'ai composé ce requiem. C'était d'utiliser l'art pour faire ma part
en fait, avec mes compétences. Quand je disais tout à l'heure, l'éco-projet, c'est important de se dire quelles sont ses compétences, ses appétences. C'était mes compétences et mes appétences pour être au service du plus grand que soi. 3 plus grands que soi, le vivant, l'humanité et la nature. Aujourd'hui, la société consumériste, elle détruit la nature, elle menace l'humanité et, in fine, le vivant. Quand bien même la Terre, elle a vécu 6 extinctions massives, elle a réussi, au bout de 200 millions d'années, à ce que le vivant revienne. Juste pour donner un exemple, pendant la 3e extinction massive, 95% du vivant disparaît de la Terre et 75% du vivant dans les mers. Et c'est revenu. Mais bon, nous, à l'humanité, on a intérêt à faire gaffe parce qu'on ne sait pas si on reviendra. Enfin, vous et moi, on ne sera plus là pour le voir, mais voilà. Donc l'idée, c'était ça, c'était de provoquer une prise de conscience, je vais y revenir. 2, c'était de dénoncer le mythe consumériste dont j'ai parlé tout à l'heure d'une croissance infinie dans un monde fini. Dire que ça nous mène à la mort. Et, puisque je suis psychologue, de m'appuyer sur un mécanisme que Freud a mis en exergue qui s'appelle le mécanisme de sublimation, qui est très utilisé en art. Et je voulais montrer que c'est grâce à ce mécanisme qu'il est possible de dépasser l'éco-anxiété. Alors, qu'est-ce que c'est la sublimation ? C'est un processus psychique par lequel une pulsion d'évite son but immédiat. Donc, par exemple, la pulsion de la mort, son but, c'est quoi ? C'est la violence, la destruction ou la finitude, la fin de la vie, par exemple. Et la sublimation se met à la disposition d'activités culturelles socialement valorisées. D'accord ? Je sublime par l'art des sensations, des sentiments, des pulsions. Pulsions de vie ou pulsions de mort, selon les psychanalystes. D'accord ? Donc, ça permet de valoriser quelque chose qui peut être négatif en quelque chose de beau, d'esthétique. Et j'avais 3 objectifs dans ce requiem. C'était 1, de composer une ode à ce que nous avons de plus sacré et que nous sommes en train de détruire, c'est-à-dire la nature, et sachant que sans elle, on ne peut pas bien vivre. Si on ne peut plus respirer, on l'a vu dans le Covid, ça peut donner la mort. Si on ne peut plus bien boire, si on ne peut plus bien manger, c'est quand même problématique pour nous, les êtres humains. Donc notre environnement, il est extrêmement précieux, et c'est même pour moi ce qu'on a de plus sacré, et qui nous réunit tous, quelle que soit notre condition humaine. Jeunes, vieux, moins vieux, occidentaux, orientaux, enfin tout ce que vous voulez. Tous les êtres humains, tout le vivant a besoin d'un environnement qui soit en phase avec ses besoins. Donc c'est ce qu'il y a de plus sacré pour nous, notre planète, notre maison, comme le disent un certain nombre comme le disait Chirac, notre maison brûle. Je ne sais pas si vous vous souvenez à Johannesburg en 2002. Deuxième objectif, c'était de créer une métanoïa, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le métanoïa, c'est un choc, une prise de conscience. Et donc, je voulais que, grâce à ce requiem, on comprenne qu'il y ait cette destruction. Et là-dessus, l'idée, pourquoi le requiem ? Parce que le requiem, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un rituel pour les morts. C'était de mobiliser la peur de la mort pour que l'on passe de l'information à la conscientisation. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais que je vais mourir un jour, mais je le fous au fond de ma poche. Mais si je fais des dégâts pour la planète, c'est pas seulement ma mort qui est problématique, qui va arriver, peut-être plus vite, notamment les Canadiens qui ont vécu 49,6 degrés en juillet, il y a eu 2000 morts quand même, c'est aussi tout le vivant. Donc c'est pour aider à cette prise de conscience. Et enfin, l'idée, c'était aussi, mais je vais faire écouter un deuxième extrait, avant d'aller sur le 3e point, de passer de l'apocalypse à l'apocalypse. On va d'abord écouter le 2e, le Sanctus. Sanctus,
Voilà, donc je ne sais pas si on n'a pas le temps d'analyser musicologiquement là, ce que vous ressentez, mais l'idée là, c'est de faire passer, vous voyez, tout ce qui mène vers la destruction, vers la mort, c'est un peu un moment un peu important pour ce moment-là, puisque la messe des morts du Requiem, ça s'appuie sur les récits apocalyptiques. Et l'idée, c'était de mettre en représentation ce récit apocalyptique, mais pas pour en faire une fin en soi, pour en faire un début, pour passer de l'apocalypse à, comme le dit Pablo Servigne, celui qui a créé la collapsologie, pour passer de l'apocalypse à l'apicollapse. C'est-à-dire à une vision de l'effondrement qui ne soit pas négative, à une vision des problèmes environnementaux qui ne soit pas une fin en soi, mais un moyen d'agir pour sauver l'humanité, se sauver soi-même, et en ayant par exemple la conscience tranquille, en devenant vegan, en disant moi je suis conforme avec mes valeurs. Moi j'ai compris qu'il fallait arrêter de manger les animaux, que c'était important pour la planète. Moi au moins je l'aurais fait. Et quand j'arriverai au seuil de la mort, je pourrais dire moi ma vie elle a eu le sens que je voulais qu'elle ait, parce que j'ai fait ce que je voulais qu'elle ait. Je voulais faire par rapport à mes compétences et au sens que je voulais donner ma vie. Et l'idée avec cette histoire d'apicollapse, c'est de se dire que si on conscientise tous collectivement ces problématiques environnementaux, et il faut vraiment militer pour ça et prêcher ce que vous dites, par exemple vous, auprès de vos grands-parents, un jour ils vont comprendre. Ah oui, notre petite fille, en fait, elle a peut-être raison. C'est hyper important, en fait, d'agir en conformité avec ce vivant, la nature qui nous entoure, pour éviter qu'on la détruise et qu'on se détruise nous-mêmes, puisqu'on a besoin de ce vivant et de cet environnement-là pour vivre. C'est très bête à dire, mais pour le comprendre, il faut le conscientiser. Il faut le conscientiser en étant exemplaire, c'est-à-dire en étant un témoin de ses valeurs, en les actualisant dans le réel. En disant, voilà, moi, quand je suis vegan, je ne mange plus de viande parce que c'est mauvais pour l'environnement, etc. Et c'est par les fêtages d'huile qu'on y arrivera. C'est par les fêtages d'huile. Et donc l'art permet ça. L'art permet, parce qu'il s'adresse à un niveau de symbolisme qui ne passe pas par le langage, de provoquer par exemple des réactions affectives fortes. La musique peut faire peur, peut être inquiétante. Elle peut aussi donner une tonalité d'espérance, et c'est justement le troisième morceau qu'on va écouter maintenant, qui peut montrer qu'il y a une évolution dans le travail que j'ai fait et dans la conscientisation. Dans la progression de l'œuvre, il y a 10 morceaux, c'est le dernier morceau, et le texte parle effectivement d'une espérance que j'assimile donc à cette espérance de l'apicollapse, happy collapse, d'un collapse positif. L'idée, c'est quoi derrière ce happy collapse? C'est de pouvoir se dire que l'apocalypse, comme je disais tout à l'heure, n'est pas une fin en soi, mais que si on n'y prend pas garde, ça va être l'apocalypse. Je veux dire, ne plus pouvoir vivre sur Terre parce qu'il y fait trop chaud, c'est l'apocalypse pour l'être humain. Il n'y a plus de possibilité de vivre. Certains scientifiques disent que si on continue à ne pas respecter les accords de Paris et qu'en 2100, on arrive à une moyenne à 4,7, il y aura 4 milliards de personnes sur le pourtour de la ceinture équatoriale qui seront dans la même situation que ceux qui ne peuvent plus vivre maintenant dans cette région du Pakistan et des Émirats, Royaume des Émirats Unis. Donc 4 milliards de personnes, ils vont aller où? S'ils ne peuvent plus vivre sur le pourtour ils vont monter vers les zones tempérées.
que déjà qu'on a du mal à accueillir les migrants qui viennent de la Méditerranée, je ne sais pas comment on va faire, hein. Franchement, ça va. Donc voilà, pour éviter ça, il faut se projeter dans l'avenir et envisager les effondrements à venir en cours d'une façon positive qui permet d'agir tout de suite dans l'instant de façon appropriée. Et donc à transitionner finalement, à transitionner le plus vite possible pour permettre donc par la transition écologique d'atteindre les objectifs de la COP21 et de transformer la société de manière à ce qu'elle soit plus décarbonée et moins mortifère et moins tueuse du vivant. Voilà. Je terminerai par une phrase de Confucius que j'aime beaucoup. On a deux vies. La deuxième vie commence quand on prend conscience qu'on n'a qu'une vie. On a deux vies. La deuxième vie commence quand on prend conscience qu'on n'a qu'une vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait mourir en soi le manque de conscience que la vie est précieuse, et donc on est mortifère, on est au service de la vie, d'accord? Donc la vie, c'est ce qui est de plus sacré, et il faut vraiment se battre pour qu'elle perdure. Évidemment la vie des êtres humains, mais aussi de tout le vivant, puisque le vivant, c'est un écosystème qui nous permet, nous humains, de perdurer dans les siècles à venir. Voilà. Et merci. On pourra partager vos compositions sur notre Instagram. J'avais juste envie de poser une petite question à Charles, parce que donc toi, tu es en master cinéma, donc tu as quand même décidé de rester dans le cinéma. Et donc, tu dois quand même penser que l'art a une utilité. Et donc, qu'est-ce que tu en penses du coup de cette question Ah bah oui, je pense que de toute façon je serais pas là si je pensais pas que l'art avait une utilité. Je sais pas si le micro marche. Et ok. Et mais justement, ce qui est intéressant, c'est que non, c'est bon, ça marche. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, là, dans ce que vous avez composé, c'est un requiem. Donc c'était aussi c'est un rituel d'accompagnement des morts qui est très lié aussi à la religion et toutes les religions, quelles qu'elles soient, organisent ou organisaient notre rapport à la mort et notre rapport justement à notre mortalité. Et depuis quelques siècles, on a perdu, pour des raisons plus ou moins légitimes d'ailleurs, ce rapport à la religion, mais on a un peu, je trouve, toujours un peu jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout ce rapport à la mort collectif et individuel. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'art vient combler ce manque et ce vide. Et donc c'est intéressant parce que donc c'est pour ça que oui, je pense que c'est important. Après, c'est de savoir est-ce qu'on est sur des choses qui sont apocalyptiques ou au contraire d'aller sur quelque chose de beaucoup plus positif. C'est toute la question des nouveaux récits qui va être un peu compliquée à aborder ici là tout de suite, mais c'est toujours de se poser la question ou comment on représente le monde, comment on se représente le monde, la société, notre place à l'intérieur de cette société. Et comment, ce que disait Marion tout à l'heure, comment on redonne du sens à nos existences, à nos vies. Et je pense pas que l'art ce soit la clé de tout, certainement pas, mais c'est ce qui va permettre de quand même un peu égayer je sais pas, nos existences et de nous donner aussi des clés pour avancer, voilà. Ou nous alerter, parce que là en l'occurrence le Dissonance, le film était trop court pour qu'il porte vraiment un propos sur il faudrait que on se comporte de telle manière ou de telle autre manière, puis c'est pas vraiment comme ça que, ça m'intéresse pas trop de faire des trucs comme ça. C'était plus d'ouvrir sur un espace dans lequel le spectateur peut au moins se poser ses questions et après arriver avec ses propres réponses, ce qui est aussi, je pense, l'intérêt de l'art, en partie par rapport à la religion. Voilà. Merci beaucoup. Je vais pas changer de filière du coup. Voilà. Merci à vous tous d'être venus. On va tout clôturer. Voilà. Et du coup, vous pouvez nous suivre sur Instagram, la REP Paris 3. Et on fait pas mal d'événements, voilà, et on recrute aussi des bénévoles l'année prochaine parce que les 3/4 de nos bénévoles s'en vont. Donc voilà, à l'année prochaine. Ouais. On a un petit point parce qu'il y avait aussi Nightline qui devait participer aujourd'hui, qui est une association de soutien, d'écoute psychologique au téléphone pour les étudiants.
Et donc là, j'ai pas leur numéro ou leurs coordonnées, mais ça s'appelle Nightline et je pense qu'on les diffusera sur les réseaux sociaux. Ouais. On partagera tout ça et toutes les infos aussi, les conseils que Marion elle nous a envoyés. Elle nous a envoyé plein de ressources littéraires et on les partagera sur notre Instagram, Nightline aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais simplement aussi remercier l'équipe audiovisuelle justement et l'équipe technique. Merci beaucoup, merci à nos intervenants. C'était un réel plaisir de vous avoir. Merci, c'était très, très enrichissant. Je ne sais pas si on a d'autres questions éventuellement. Oui, tout à fait. Un replay sera disponible pour tous ceux qui ne pouvaient pas être là en présentiel. Je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, moi je voulais juste faire un petit big up à Diane de Backer qui était ma coproductrice sur le film et qui a fait un travail super. J'avais simplement une petite question. Vous parliez d'exemplarité tout à l'heure et le fait d'incarner un petit peu aussi ces valeurs. Je trouve ça intéressant, mais à la fois assez dur en fait d'être tout le temps dans ce côté un peu exemplaire. On est souvent pointé du doigt quand on est à la moindre erreur ou au moins quand on n'incarne pas à 100% ces valeurs. Donc comment on fait pour ne pas tomber sous la pression en fait et de rester un petit peu toujours droit dans ces valeurs? Alors, il faut bien réfléchir en fait à son impact carbone. Moi personnellement, je vis la même chose que vous, hein, parce que moi j'ai décidé de plus prendre l'avion. Alors c'est compliqué hein, de nos jours de plus prendre l'avion quand vous pouvez faire comme à Noël dernier, mes beaux enfants, ils ont fait Nîmes, Bayonne pour 8,50 € en avion. Ça fait mal. Donc oui, être exemplaire, c'est une sacrée ascèse de soi. Mais on n'est pas des Superman ou des Superwoman. Et ce qui est important, c'est de réfléchir global. Moi, j'ai pris une norme qui est la COP 21. On doit descendre nos rejets de gaz à effet de serre de 12 tonnes individuellement à 2 tonnes. C'est assez facile d'agir là-dessus, surtout quand on vit en ville, puisque toutes les mobilités, surtout à Paris par exemple, parce que moi je suis parisien, sont quand même les transports en commun, marcher à pied, c'est bon pour la santé, le vélo aussi, avec plus ou moins le moteur. Et on a la chance d'être un pays qui est nucléaire. Je sais que ça va faire bondir certains qui sont anti-nuke, mais quand on voit ce que les Allemands sont en train de faire, parce qu'ils n'ont pas en ce moment, avec le conflit ukrainien, donc de rejet de gaz à effet de serre, parce qu'ils recourent au charbon, c'est très embêtant, parce que ça, c'est très, très polluant. Donc, pour en revenir à un plan perso, il faut raisonner de façon globale, c'est-à-dire se dire, je dois tendre vers un objectif. Et on a tous plusieurs chemins possibles. Donc c'est l'énergie, on le sait tous, hein, c'est le premier poste, hein, enfin, les rejets de gaz à effet de serre par les mobilités, l'énergie et l'alimentation. À partir de là, il faut régulièrement se scorer avec les échelles de scoring sur nos rejets de gaz à effet de serre. Moi, j'arrive à 5. J'ai encore des efforts à faire parce que malheureusement, j'ai une culture de viandard et j'ai du mal à être vegan comme mademoiselle. Même si j'ai enlevé le bœuf, je continue à manger de la viande, malheureusement. Bon, ça m'arrive encore. Pareil pour mon chauffage, il faudrait que je change la chaudière à gaz par une chaudière à pompe à chaleur, que je mette plus de pulls. J'ai essayé de... Vous voyez, je suis enrhumé, là, je mets pas assez de pulls, donc, même si j'ai baissé le chauffage. Voilà, donc en fait, on a tous le moyen d'y arriver. Ça veut dire qu'il ne faut pas être un ayatollah ou un khmer vert, comme le disent les détracteurs des écolos. Moi, je ne m'interdis pas un jour d'aller faire un voyage au Japon, puisque déjà, je fais attention et que c'est un équilibre, en fait. Tant que je ne dépasse pas, il faut arriver à 2, j'y suis pas encore, mais un jour, il y arriverai. C'est à la portée de n'importe quel citoyen, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que c'est à la portée de n'importe quel citoyen. Et il ne faut pas être aussi ayatollah que ceux qui nous reprochent de vouloir être des intégristes par exemple, de ne plus prendre l'avion. Moi, un jour, j'irai au Japon parce que je rêve d'aller voir ce pays. Mais je ne vais pas aller à Marrakech ou un week-end, quoi, aller-retour.
à 20,50 € l'aller-retour. Ça c'est vraiment très mauvais pour la planète. Et on peut compenser, en plus, si je prends l'avion, je peux déjà dès maintenant commencer à planter des arbres. Ok, ça met 30 ans à s'absorber, mais c'est déjà ça. Hein. On sait très bien que planter les arbres, c'est une des grandes solutions. Alors évidemment, il faudrait enlever de la place pour l'élevage, mais on n'en est pas encore là, parce que les habitudes alimentaires ne sont pas encore changées. Mais vous voyez, il faut penser global, c'est très important, et être cohérent avec soi-même, sans vouloir imposer ou se faire imposer des critiques, sans vouloir imposer un extrémisme, mais sans non plus avoir en retour, parce que forcément on a été trop extrémiste, de le reprendre en boomerang. Vous voyez. Et donc il faut penser global.